Quand leurs intérêts sont menacés, automatiquement, on soulève, on actionne les ONG qui vont faire du bruit. Donc, les mouvements citoyens vont crier droits de l'homme, démocratie. Et puis après, les défenseurs des droits de l'homme interviennent. Les médias amplifient. Donc, ce qu'on appelle les médias communautaires, tout comme les médias internationaux. Et automatiquement, sur le plan international, des grandes ONG internationales reprennent les choses. Bonjour à tous, vous êtes très nombreux à nous suivre dans le cadre de ce programme qui est essentiellement diffusé sur les réseaux sociaux et vous le savez, nous décryptons l'actualité en RTC. Nous avons comme invité permanent Freddy Mulumba, Kabouaï, journaliste, directeur général adjoint de la RTNC, politologue, écrivain, il a plusieurs casquettes. Avec lui aujourd'hui, nous allons parler de l'état de droit comme on l'a fait la dernière fois, mais aujourd'hui nous allons aller au-delà de l'actualité, c'est-à-dire la question est de savoir, et oui, le chef de l'État a décrété l'état de siège qui est entré en vigueur depuis le 6 mai, mais est-ce que l'état de siège est suffisant? Est-ce qu'il pourra résoudre tous les problèmes au-delà de la tactique militaire? Freddy Mulumba, c'est la question que nous vous posons aujourd'hui. Est-ce que c'est suffisant de décréter l'état de siège pour mettre un terme à l'insécurité dans les provinces de Nord Kivu et de l'Ituri? Oui, je dirais que c'est un grand pas qui a été déjà fait, mais il faut aller plus loin. Pourquoi? Vous savez, la guerre n'est pas seulement militaire, elle est aussi médiatique. Quand on étudie l'Est du Congo, on peut se rendre compte qu'il y a deux éléments importants qui peuvent perturber l'état de siège. C'est d'abord les zones G, ensuite les médias. D'abord, les ONG, vous savez, ce côté-là, vous avez toutes les ONG internationales. D'ailleurs, l'Est du Congo, c'est là où il y a la concentration des ONG internationales et des ONG locales. Ces ONG internationales, en venant au Congo, ils vous disent, nous venons pour le développement et pour les droits de l'homme et des libertés. Ça fait plus de 20 ans. Nous sommes à 10 millions de morts. Un génocide oublié. Mais ces ONG n'ont jamais dénoncé. Il n'y a jamais eu un procès. Et qu'est-ce qu'on constate? Au niveau des ONG, il y a tout un réseau qui est mis en place. Vous savez, ces ONG sont financées par les mêmes personnes, les mêmes multinationales qui sont à la base de la guerre à l'Est. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, vous avez à Kigali une grande raffinerie de coltan. Vous avez en Ouganda l'or. Kigali vient aussi de faire encore notre raffinerie de l'or. Ce ne sont pas les Ougandais, ce ne sont pas les Rwandais. Ce sont les multinationales occidentales. Ce sont ces multinationales qui financent la plupart des ONG. En fait, c'est une façon de désorienter les discours, une façon de désorienter l'opinion. On tient un discours, non, on tue des gens, il y a ça, donc on ne respecte pas des libertés, mais la réalité, ils défendent leurs intérêts. Donc on nous tourne un peu en rond. Et vous allez remarquer la plupart des cas avec, dernièrement, vous avez suivi Filimbi. Quand on a décidé de mettre en place l'état de siège, les jeunes gens se sont révoltés. Qui ne connaît pas Filimbi? Qui finance Filimbi? Ça fait plus de 10 ans, les gens sont morts. Mais curieusement, 20 ans, on ne voit pas ces Filimbi parler. Pourquoi à ce moment? Et vous avez vu, quand on a nommé les dirigeants, les médias internationaux ont commencé à dire que ce sont les anciens rebelles. Or, ces médias internationaux ne sont pas privés, ne sont pas là pour la liberté de presse. Ce sont des médias internationaux proches de leur gouvernement. Or, ces gouvernements travaillent avec les multinationales. Est-ce que quand leurs intérêts sont menacés, est-ce que ces médias vont se taire? Est-ce que quand leurs intérêts sont menacés, est-ce que ces ONG internationales qui financent le développement et les autres, est-ce qu'ils vont se taire? Est-ce que vous avez vu les ONG internationales et les médias en Bandaka? Ça n'existe pas. Pourquoi Kivu? Donc, ce sont des éléments importants. Si on veut que cet état de siège réussisse, qu'on mette de l'ordre.
de l'ordre au niveau des ONG, qu'on sache quelle ONG travaille pour le Congo. Si on ne voit pas très clair, on doit mettre face là. Je prends un exemple. Il y a une ONG britannique, pardon, hollandaise, qui est venue à l'Est avec les financements pendant 4 ans du gouvernement hollandais pour parler des questions foncières. Et cette ONG ne travaille pas avec le gouvernement, l'ambassade de la Hollande à Kinshasa, travaille avec l'ambassade de Hollande à Kigali. Donc vous voyez, Kigali, et puis on va revoir les problèmes fonciers. Ça signifie quoi? Il faut qu'on fasse attention. Vous savez, il y a un penseur, écrivain kenyan, Gungi wa Thiong'o, qui a écrit un livre pour une Afrique libre. Il a comparé le travail que les ONG font actuellement au travail fait pendant la colonisation par les missionnaires catholiques et protestantes. Pardon, les protestants. Donc, on prépare le terrain à quelque chose. Mais quand vous venez à Kinshasa, vous venez au Kivu, les gens sont naïfs, ils pensent que tous ces gens-là viennent pour leur bien. Donc on est en train de préparer une certaine recolonisation. Durant la colonisation, on a envoyé des missionnaires, on a amadoué les Africains, et sur base de cela, on a colonisé. Maintenant, on envoie les ONG pour nous brouiller les cartes en disant c'est pour le développement, pour votre bien, mais on prépare la nouvelle recolonisation de l'espace un peu du Congo. Vous êtes très critique à l'égard des ONG internationales, des multinationales, mais est-ce que finalement ce n'est pas un procès d'intention? Est-ce que vous avez des preuves de tout ce que vous dites là? Oui, je pense que je préfère donner des ouvrages importants. D'abord, il y a un ouvrage écrit par 2 Français, les réseaux Soros en Afrique. Il a expliqué les liens entre les ONG, les mouvements citoyens, les médias et les défenseurs des droits de l'homme sur le plan international. Il y a tout un réseau qui est mis en place. Mais derrière tout ça, ces multinationales ou bien ces hommes d'affaires protègent leurs intérêts. Parce que quand leurs intérêts sont menacés, automatiquement, on soulève, on actionne les ONG qui vont faire du bruit. Donc les mouvements citoyens vont crier droits de l'homme, démocratie. Et puis après, les défenseurs des droits de l'homme interviennent. Les médias amplifient. Donc ce qu'on appelle les médias communautaires, tout comme les médias internationaux. Et automatiquement, sur le plan international, des grandes ONG internationales reprennent les choses. Et puis on contraint le gouvernement de reculer. C'est quand leurs intérêts sont menacés. Quand leurs intérêts ne sont pas menacés, il n'y a rien. On a tué beaucoup de gens au Kivu, à Nituri, à Beni, chaque jour 500 personnes. On coupe en morceaux. Vous avez vu une ONG internationale condamnée? Vite. Mais comment expliquer que le président Tshisekedi décide pour mettre de l'ordre, on met des militaires? Ils disent non, il faut respecter les droits de l'homme. Non, il y a un problème. Ils sont plus naïfs. Je pense que ça, il faut que les Congolais, au moins ceux qui ont fait des grandes études, doivent comprendre. Je vous ai donné les premiers livres concernant les réseaux, Soros, et le deuxième livre, c'est écrit par un Canadien, Noir Canada, criminalité et corruption en Afrique. Il a démontré, le début de la guerre, comment on a monté cette guerre à partir d'Arkansas et Bill Clinton par les globalistes. Et ces globalistes se trouvent à Kigali. Vous savez, quand vous partez à Goma, il y a une ONG internationale, américaine, qu'on appelle Congo Eastern Initiative. Vous pensez que ces gens-là viennent pour votre bien, pour votre développement? Pourquoi ils ne sont pas à Mandak? Pourquoi ils ne sont pas à Kikwit? Il y a la misère. Pourquoi tous ces gens sont concentrés à l'Est? Ce sont des questions que les intellectuels congolais, les élites doivent se poser. C'est notre destin qui est en danger. Ces gens sont des capitalistes, ils ne viennent pas parce qu'ils nous aiment. Ils viennent pour nos minéraux. Un autre exemple dans le sud Kivu, vers Fizi Baraka. On a eu appareil avec des députés de ce coin-là. Ils expliquaient. Il y a une ONG américaine sur place qui demandait aux villageois de se mettre ensemble pour ignorer Kinshasa. Et quand vous partez à l'est du Congo, le discours c'est quoi? Kinshasa est loin. Quittez ce discours. Ce sont les ONG occidentales qui sont concentrées à l'est du Congo. C'est une façon d'encourager la balkanisation. Ils travaillent à long terme. Et vous allez voir, quand vous passez par Kigali, un jour j'étais à Nairobi, j'ai vu l'avion qui faisait Kigali-Nairobi.
C'était plein des Européens. Ils descendaient où? À Goma, sans que les chasseurs les sachent. Donc tout est mis en place petit à petit pour qu'on puisse nous ravir nos richesses. Donc, selon vous, si on ne s'occupe pas de toutes ces ONG, ces institutions, ces instances qui financent les rebelles, la guerre dans l'Est est vouée à l'échec. En fait, le combat contre les rebelles est voué à l'échec. Exact. Il faut d'abord, première chose, voir tous les médias qui émettent dans cette zone. Zone de guerre, on doit les interdire. À part les médias qui font des formations. Parce que vous avez à l'Est trop de médias communautaires. Et ces médias communautaires sont financés par des ONG internationales. Pas pour notre bien. Ça, c'est un. Deuxième chose, il faut qu'il y ait une loi sur les ONG internationales. C'est du jamais vu. Tous les bandits du monde peuvent créer des ONG, ils viennent s'installer au Congo et le gouvernement accepte. Est-ce que ces ONG travaillent pour le Congo ou pas? Qu'il y ait quand même une loi rigoureuse pour protéger nos populations, protéger nos richesses. Donc tout dépend du gouvernement de Kinshasa. C'est Kinshasa doit mettre l'ordre. Parce que si on ne maîtrise pas ces ONG, si on ne maîtrise pas ces radios communautaires internationales, l'état de siège risque d'échouer. Parce que ces gens-là savent, pendant plus de 20 ans, les multinationales, les entreprises pillent et tuent, ils vendent des armes. Donc si on veut mettre l'ordre, ils ne sont pas d'accord. Il y a des ONG qui viennent avec plusieurs intentions, réhabiliter les écoles, réhabiliter les hôpitaux, faire des dons des véhicules pour le transport des malades, parce que l'État est incapable de s'occuper de tout cela. Donc, et au vu de la population, les ONG viennent nous aider. C'est ça l'ignorance des Africains, on est tellement ignorants. Parce que dernièrement, il y a une dame qui travaille chez PAM, une Congolaise. Un jour, un camion traverse avec de l'aide parce que les gens manquent à manger. Dès qu'on a ouvert, on a trouvé de matériel pour exploiter les mines. Et la femme s'est tue parce qu'elle devrait protéger non seulement sa vie, mais son job. Notre problème, on n'a pas tiré les leçons de l'histoire. Si nous, Congolais, nous pouvions tirer, les Africains en général, pourquoi l'esclavage, pourquoi la traite négrière, pourquoi la colonisation, on allait être très lucide et très vigilant. Malheureusement, on a tiré une leçon de l'histoire. Donc c'est le moment, avec cette, je dirais un peu révolution numérique, il y a la liberté d'expression. Nous devons profiter pour nous libérer. Les ONG ne viennent pas pour nous. Les médias ne sont pas les médias communautaires, toutes les radios, tout comme les médias internationaux ne sont pas pour nous. C'est au Congrès de prendre des décisions. Je peux faire un exemple. On avait, comment dirais-je, interdit RFI ici pendant le temps de Kabila. Parce que les informations que RFI donnait étaient contraires aux intérêts du Congo. Si on avait laissé RFI, on serait aujourd'hui. Encore un autre exemple. Quand l'AFDEL venait, j'étais au potentiel. Les gens de RFI annonçaient déjà qu'on avait pris Kinshasa. Alors qu'il était aux mêmes lignes. Tout le monde le connaît. Comment est-ce qu'on peut être, on connaît tout ça et laisser faire? Je pense que le temps est arrivé qu'on prenne notre destin. Amen. Donc, nous allons retenir cette proposition de Freddy Mulumba qui propose une loi pour pouvoir réglementer le secteur des organisations internationales, des ONG internationales œuvrant en République démocratique du Congo. Freddy Mulumba, je rappelle que vous êtes écrivain, politologue, mais aussi directeur général adjoint de la RTNC. Merci beaucoup. Merci.